Salut tout le monde, aujourd'hui on cause des Animaux Fantastiques de David Yates. Alors personnellement c'est un film que j'attendais vraiment pas mal parce que la saga Harry Potter est chère à mon cœur. Il y a un truc bien sûr très générationnel dedans, il y a un truc très cocon, très pain d'épices, très Noël forcément. Rien de très original là-dedans, mais voilà, c'est pour ça que j'attendais ce film. Mais par-delà l'aspect personnel, mine de rien, la saga Harry Potter est assez unique dans l'histoire du cinéma. Faire une saga de fantasy, j'utilise l'étiquette fantasy au sens le plus large du terme, mais une saga de fantasy à cette ampleur, à ce niveau-là, qui s'étale sur le temps, à ce point, ça s'est étalé sur à peu près 12 ans, voir les acteurs grandir, évoluer. Il y avait un truc presque d'expérience qui dépassait le cinéma. Et là, se poser la question vraiment avec les Animaux Fantastiques de comment étendre cet univers. Parce que les Harry Potter, à la base, ont ce ton et cette saveur très très particulière. Et ils auraient pu choisir, pour étendre l'univers, de faire quelque chose qui soit vraiment dans cette continuité très explicite, en reprenant les mêmes traits qui ont rendu la saga Harry Potter si populaire. Or là, pas du tout. Et c'est vraiment à mettre déjà à la base à leur crédit, c'est qu'ils n'ont pas du tout choisi la facilité. Harry Potter, c'est un des trucs les plus anglais qui soit, avec la reine, le thé, Doctor Who et la bouffe de merde. Désolé amis anglais, il fallait que je la fasse. Et là, ils prennent un cadre très anglais à la base et l'exportent aux États-Unis, puisque l'action se déroule à New York. Il y a bien sûr des personnages qui sont enfants à la base, c'est un récit initiatique. Là, on passe à des personnages qui sont adultes et on n'est plus du tout dans cette dimension initiatique. D'un récit qui était actuel, contemporain, on passe à un récit d'époque, vu que l'action se déroule dans les années 20. D'une action qui se déroulait quand même sur un temps assez long, une année entière pour chaque film qui balaye une année scolaire donc à Poudlard. Là, on passe à un récit qui est beaucoup plus resserré dans sa temporalité. Et enfin, d'un univers qui était plutôt naturel, féerique, on passe à un univers urbain qui est parfois assez glauque, oppressant et assez morne, même dans ses teintes. Donc, tous les choix en fait ont été faits pour créer une rupture avec ce qu'était la saga Harry Potter et créer toute une identité nouvelle. Donc le risque, c'est qu'à force de vouloir prendre tant de risques, c'est de déraciner en fait ce qui faisait l'essence même de la saga et le feeling Harry Potter. Et c'est surtout sur ce plan-là que j'attendais les Animaux Fantastiques, c'est comment ils allaient arriver à créer une cohérence avec l'univers de base d'Harry Potter, cet univers de magie, en allant au-delà du fait de juste disséminer quelques clins d'œil par-ci par-là au récit de Harry Potter ou caser le thème musical d'origine dans le générique de début ou de fin. Forcément, il n'y a pas de recette miracle à ce niveau-là, c'est une alchimie qui est très très particulière. Et mon impression en voyant le film, c'est que putain, ils ont réussi. Il y a des défauts dans le film, mais globalement, ils ont réussi à tenir cet équilibre très très instable, et c'est fort. T'entends ? Déjà, comme élément de continuité, on a le fait qu'ils aient repris David Yates à la réalisation. C'est lui qui avait réalisé les Harry Potter 5, 6 et 7.1, 7.2. Et j'ai pas vu son Tarzan qui est sorti récemment, donc je sais pas ce qu'il a fait là. Mais là, sans avoir vraiment une dimension visuelle très très établie, très reconnaissable, il a quand même une patte où il a un type de réalisation à l'ancienne. Et c'est très difficile de définir ce qu'est un type de réalisation à l'ancienne ou un film de divertissement à l'ancienne. Mais mine de rien, il a cette volonté de rester très très lisible dans l'action, découper toujours des plans qui soient très reconnaissables, très beaux, très bien composés, picturalement parlant, qui a une dimension assez iconique. Et un type de montage en fait qui fait respirer ces plans. Vraiment, c'est un réalisateur qui prend son temps. Et pour un récit à l'ancienne, c'est totalement adapté. Je pense à des plans comme quand l'héroïne, Tina, entre dans la grande salle d'assemblée. Il y a un plan un petit peu en contre-plongée qui va la suivre en travelling. Ça paye pas de mine comme ça, mais la composition du plan est superbe, elle est très symétrique, ça te pose directement en 3 secondes le côté très imposant du lieu et des enjeux qui se posent au personnage. Et surtout, là où n'importe quel film de divertissement actuel, ou la plupart en tout cas, aurait cuté, n'aurait pas laissé respirer la scène, là il prend le temps d'installer ce plan et on reste vraiment dans une action. Donc c'est un film qui arrive à ne pas tomber dans les travers des blockbusters actuels en termes de rythme et en termes de manière de faire. Visuellement, on reste dans les teintes des derniers Harry Potter, avec ces teintes qui sont de plus en plus désaturées, de plus en plus dark et mornes. Même si là, ça prend encore un degré supplémentaire, avec New York qui est vraiment devenu, qui est un lieu super oppressant dans le film, et surtout les bas-fonds. Il y a des moments qui sont surprenamment sombres, vraiment, et assez violents. Quand j'imagine des gamins qui vont voir ça. La scène, comment ne pas spoiler ? La scène où il y a le jumpscare du film. Pour celles et ceux qui l'ont vu, vous saurez de quoi je parle, avec le personnage de Samantha Morton, qui est une actrice que j'aime beaucoup à la base. Bah déjà, il y a un super travail sur l'atmosphère, vraiment, qui est glaçante dans cette scène, notamment avec l'accompagnement musical qui est...
Et il y a ensuite une violence froide dans la scène qui est ultra inattendue. Et pour un film qui est censé être grand public, qui est censé reprendre à zéro les bases d'une nouvelle saga et se caler aussi un petit peu sur le système d'évolution de Harry Potter avec des trucs un petit peu insouciants qui vont devenir de plus en plus lourds et sombres, bah là déjà, putain, c'est serious business quoi. Serious business. Jeu de mots inattendu. Au niveau de la réal et de la direction d'acteur, il y a aussi un sens du détail qui rend aussi justice au sens du détail de J.K. Rowling dans l'écriture, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Mais là, juste dans les tout petits détails, même d'animation des personnages en image de synthèse, dont je suis pas du tout fan d'habitude, mais là, c'est dosé vraiment avec savoir-faire et avec... Ouais, du goût, vraiment. Même je parlais de la direction d'acteur aussi, comment s'appelle cet acteur qui joue le sidekick rigolo. Je consulte mon terminal numérique. Putain, j'ai mis le mode avion. Dan Fogler, qui est une putain de bonne surprise, qui est très drôle dans ces petites fulgurances bizarroïdes, ces espèces de cris suraigus qu'il a, mais qui sont pas en mode sidekick énervant. Vraiment, c'est utilisé avec parcimonie dans le film, mais toujours de manière très très inattendue. Donc, il a aussi vraiment beaucoup révisé son Laurel et Hardy, surtout son Oliver Hardy, du coup, notamment la scène où il se fait poursuivre par le monstre énorme là c'est dans Central Park. Sa manière de courir, sa manière de changer de direction en sautillant sur un seul pied, c'est de l'hommage forcément à Laurel et Hardy, mais ça fonctionne tellement bien dans ce cadre-là, donc il y a un sens du détail un petit peu partout dans le film qui fait super plaisir à voir. Et puisque je parle des acteurs, petite digression, l'héroïne Tina, on dirait un mix parfait entre Alicia Vikander et Valérie Lemercier jeune. Colin Farrell apporte un côté edgy, quasi rock'n'roll à cet univers qui semblait pas évident à la base, mais qui fonctionne très très bien. Le héros, sincèrement, un mec un petit peu socialement maladroit avec un visage entre deux âges qui a un nœud papillon, une écharpe multicolore et qui a une boîte magique qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce que je dois rajouter quelque chose ? 13e docteur, c'est moi qui vous le dis. Ou 14e, ça dépend de la manière de compter. Pourquoi 14e ? Parce qu'il y a un docteur supplémentaire qui était ajouté dans la timeline. Ah d'accord. Mais ils y font plus ou moins par référence parce qu'en fait ça... Et enfin, Ezra Miller qui devient en gros l'équivalent masculin de Mia Wasikowska, qui sera catalogué dans ses rôles de genre bizarroïde, je pense, mais qui fait ça très bien en tout cas. Donc avec la mise en scène et toute la direction artistique du film, on a déjà un gros élément de continuité. Mais là aussi où il y a cette continuité, ce qui souligne paradoxalement un truc qui était beaucoup trop sous-estimé sur la saga d'origine, c'est le travail sur le son. Bon déjà on a la musique, c'est plus John Williams qui s'en occupe, c'est James Newton Howard. Il y a le thème bien sûr emblématique de Harry Potter de Williams qui est repris à différents moments du film, mais globalement Newton Howard reste dans cette continuité, forcément, donc il y a un travail explicite dans ce sens-là. Mais là où ça m'a vraiment marqué, en fait, c'est le sound design du film. Et c'est ce qu'ils avaient fait sur la saga originelle de Harry Potter, c'est en fait construire à travers le son tout un vocabulaire de la magie. C'est quelque chose qui nous semblait tellement évident à l'époque, parce que les films se construisaient petit à petit, donc on a vu ça de manière assez fluide se développer, sans que d'un seul coup on soit mis face à tout un univers construit de A à Z d'un seul coup. Tandis que là, avoir laissé passer du temps entre le dernier Harry Potter et redécouvrir en fait cet univers et essayer de déceler ces zones de continuité montre à quel point en fait tout le vocabulaire sonore de Harry Potter était super bien conçu et surtout est unique. Donc c'est un des éléments auxquels je m'attendais pas forcément en allant voir ce film et en fait c'est un des éléments qui m'a le plus marqué. Il fait chaud, il fait super chaud. Maison Atride, bitch. Ok ? Alors, nous disions donc. Et le dernier élément vraiment qui réussit à mon sens dans ce film, bah tout simplement c'est J.K. Rowling. Sauf que là encore, il y a un truc un petit peu différent de la saga Harry Potter, c'est que à la base, sur la saga Harry Potter, J.K. Rowling avait écrit des bouquins qui avaient été adaptés ensuite par un autre scénariste. Tandis que là, J.K. Rowling est scénariste du film. Et a priori, comme ça, la différence peut pas sembler énorme, mais un travail d'écrivain et un travail de scénariste, c'est radicalement différent, c'est pas du tout le même exercice. Donc autant Rowling pouvait être performante en tant qu'écrivaine de base et ensuite conseillère sur les films, autant en tant que scénariste, elle pouvait totalement se vautrer. Et là non, je trouve qu'elle s'en sort vraiment très très bien. Alors après, il y a des défauts sur lesquels je vais revenir, mais le feeling de cet univers est là, ce sens, encore une fois, du détail dont je parlais avant, ce côté très Roald Dahl dans l'écriture, avec ce sens de l'émerveillement, mais à la fois... C'est ce sens des conséquences en fait qu'on voit très très peu maintenant dans ce genre de blockbuster. C'est toujours ce qui a fait une des forces de Rowling, c'est par-delà le féerique et l'émerveillement, on a un sens des conséquences réelles de ce qui se passe et un côté très arbitraire aussi dans la mort de certains personnages, dans les trucs qui vont se passer. Vraiment, tout n'est pas prévisible dans son écriture et elle a gardé ce côté vraiment dans les animaux fantastiques. Après, par-delà cette saveur, ça donne aussi une dynamique un petit peu différente aux Animaux Fantastiques par rapport à ce que faisait Harry Potter.
en bien et aussi en moins bien. Parce que les Harry Potter, en étant adaptés de bouquins, forcément les scénaristes devaient faire des choix cornéliens, faire plein d'ellipses, donc ça donnait des défauts en fait aux adaptations, mais ça leur donnait aussi un rythme un peu lancinant, un peu particulier, qui faisait aussi leur charme. Et là, comme J.K. Rowling a créé ce récit, bon, il est plus ou moins vite fait adapté du tout petit bouquin qu'elle avait créé, Les Animaux Fantastiques, mais en fait elle a créé vraiment un récit de A à Z pour le film, le scénario et le récit de base. Et ben là, le fait qu'elle ait directement écrit pour le scénario, ça donne un côté beaucoup plus calibré, beaucoup plus utilitaire aux choses. Tout va vraiment dans une direction pour une bonne raison qui sera directement visible. Donc il y a un côté beaucoup plus fluide et huilé qui marche bien en tant que film, mais qui perd un petit peu cette spécificité qu'avaient les Harry Potter à la base. Il y a aussi le syndrome qui m'énerve personnellement du dernier segment de film à grand spectacle, où il va y avoir ces scènes de destruction incroyables à une échelle pas possible, où il y a une créature numérique ou un phénomène plus ou moins naturel qui va détruire, et c'est censé être spectaculaire. Sauf que ces scènes de destruction, on les a vues 1 milliard de fois, ça n'a plus du tout quoi que ce soit de spectaculaire. Le spectaculaire, il se déploie sur des choses bien plus inventives. Maintenant, il faut arriver à contourner ça. D'ailleurs, Doctor Strange, je trouve, arrivait à contourner ça sur son dernier segment, et c'est ça qui m'avait plu. Et là, bien entendu, on n'a pas uniquement ça, heureusement. Il y a beaucoup plus d'inventivité tout au long du film et donc dans sa fin. Mais il y a cet écueil dans lequel tombe J.K. Rowling, là où les Harry Potter arrivaient à être spectaculaires tout en étant dans une sorte de retenue, mais qui paradoxalement rendait ce qui se passait à l'image beaucoup plus efficace. Et forcément, comme Les Animaux Fantastiques est censé poser les bases d'un nouvel univers et d'une nouvelle saga, il essaie de caler beaucoup de choses en son sein, ce qui donne un côté un petit peu fouillis à certains moments dans le récit. C'était fatal, donc c'est pas un gros problème en soi, c'était juste prévisible dans les défauts du projet. Dernière réserve que j'ai par rapport au film, c'est que comme à la base J.K. Rowling écrivait des bouquins qui étaient ensuite adaptés en scénario, à travers les livres, elle avait tout le loisir en fait de développer la logique interne de l'univers de la magie, donc beaucoup de choses étaient beaucoup plus expliquées. Tandis que là, étant donné qu'elle a beaucoup moins de place, forcément pour tout expliquer, on tombe un petit peu trop souvent dans le « ta gueule, c'est magique ». C'est un peu chiant à certains moments, je vous l'avoue, mais voilà. Donc forcément, tout ce que je dis est plus ou moins en rapport, en comparaison avec ce qu'était la saga Harry Potter. Mais on peut pas prendre ce film véritablement autrement. C'est pas juste le mettre dans l'ombre, forcément, de ce qu'était cette saga d'origine, mais c'est comment le mettre dans la continuité, tout simplement. Et par-delà ces quelques défauts qui étaient encore une fois assez attendu, c'est un film qui réussit à s'ancrer dans cette continuité, c'était son enjeu vraiment principal, et il arrive vraiment à créer cette alchimie et à montrer que, même s'il n'y a pas de recette miracle, à travers toute une série de petites choses très filmiques, il arrive à maintenir ce qu'est l'âme et ce qu'est la saveur en fait, de l'univers de base. Donc voilà, personnellement j'ai retrouvé cet émerveillement, ce plaisir quasi enfantin à voir un film, et c'est un truc qui n'est pas si courant aujourd'hui, donc ça m'a fait super plaisir. Et en fait, l'univers créé par J.K. Rowling continue, pour moi, à rester un truc à part, vraiment, dans l'histoire du cinéma, même maintenant à travers cette continuité. Donc je suis vraiment curieux de savoir où ils vont emmener l'histoire après celui-là. La fin de celui-là jette quelques indices, mais globalement, pour être une fin assez fermée, le film pourrait se suffire à lui-même. Donc à voir comment ils vont vraiment créer cet univers sans se répéter, mais je fais confiance à J.K. Rowling, c'est vraiment une conteuse de talent à ce niveau. Et voilà pour mes 2 cents à propos de ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai essayé de faire une critique qui soit sans spoiler et pas trop m'attarder sur le récit lui-même, parce que beaucoup d'autres gens en parleront, et je voulais revenir vraiment sur les éléments un petit peu plus analytiques qui permettent d'appréhender le film plus globalement. Voilà, le prochain Fossoyeur va être tourné très bientôt. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant. Ça arrivera dans la première partie de décembre. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et ciao. Bon, monsieur, il faut partir maintenant. Leviosa. Donnez-moi la baguette de sirop.